On est parti? Ah bah oui, pardon. Bonjour, je me présente, Christophe Cogneau, je suis le fondateur de AKETH Innovation. C'est une société qui a été créée il y a 1 an et dont le modèle d'affaires est possible par la tokenisation des parts d'entreprise. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de tokenisation, c'est parce que c'est un sujet qui est au cœur de mon modèle d'affaires et qui je fais partie. Et puis ma société fait partie de ces sociétés qui sont possibles parce qu'on peut tokeniser avec la blockchain. C'est une introduction à cette présentation parce qu'en fait, à peu près chaque slide, chaque diapo pourrait faire l'objet d'une présentation en part entière. Donc il y a beaucoup de choses que je vais survoler. On va avoir les 10 minutes de questions habituelles après. Vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous faire quelques rappels. Quand est-ce qu'on a besoin d'une blockchain? On en a un peu parlé à un moment, les quelques conférenciers. Je sais pas, ici on en a un peu parlé, mais on n'est jamais rentré dans le concret. Le concept de token, qu'est-ce que ça mange en hiver? Et puis je vous dévoilerai le secret d'une startup dans la blockchain à la fin, pour ceux qui restent. Puis comme il y a une paire de startups dans la blockchain, vous allez me dire si je suis complètement à côté de la blague ou pas. On va échanger. Ah oui, ça marche comment? Oui, comme ça. Donc, principales innovations liées à la blockchain. Il y en a dont on n'a pas parlé ce matin. La comptabilité à 3 entrées. Oui, parce que la blockchain, c'est une comptabilité à 3 entrées. Il n'y a pas juste un débit, un crédit, il y a un débit, un crédit, une blockchain. Ça change un peu le paradigme. Ah oui, c'est vrai, merci. Ça change. Je l'avais dit que j'allais me promener. Ça change le paradigme au niveau des entrées de transactions. Et c'est ce qui rend la blockchain innovante. Le fait qu'elle le permette la rendre innovante. Il y a une protection built-in. Désolé pour l'anglicisme, on a essayé de parler en français tout le temps, mais j'ai le même problème que toi. Des fois, c'est plus facile. Donc, protection built-in contre les modifications sur les données et sur le code, c'est le fameux principe du bloc. Si on modifie l'intérieur du bloc, on ne peut pas parce que en fait, sinon, c'est plus la même chaîne. Donc, même si votre code il est accessible, même si vos données sont en clair, si vous ne pouvez pas les modifier. Patrice n'est pas là. D'habitude, il me dit toujours « Ouais, mais c'était possible avant, machin, ça. » Oui, c'était possible avant. C'est juste que c'est quelque chose de built-in. Et puis c'est une nouvelle forme de calcul distribué. Encore une fois, il y avait déjà du calcul distribué, c'est encore faisable, mais c'est effectivement la blockchain. Une blockchain comme Ethereum, ça fonctionne quand même pas mal comme une espèce d'ordinateur distribué avec une capacité de stockage distribuée et puis une puissance de calcul distribuée. C'est comme un ordinateur, mais c'est pas un ordinateur. Donc toujours dans les petits rappels. Celle-là, elle est importante. C'est quoi les conditions pour que le fait d'utiliser une blockchain soit pertinent? Il y a ces 5 là. Il faut une base de données partagée en ajout. C'est sûr que si vous les modifiez, vous avez compris, si vous êtes là, si vous avez tenu jusque-là, vous savez qu'on ne peut pas modifier une blockchain, hein, donc c'est pas fait pour, c'est même contraire à son principe. Donc vous êtes en ajout. C'est un peu il faut plusieurs utilisateurs en écriture, parce que c'est ça l'intérêt d'avoir quelque chose qui est partagé, distribué, l'intérêt d'une vraie utilisation d'une blockchain au sens strict du terme. Je ne parle pas d'une sidechain, effectivement, c'est bien que vous fassiez la différence, parce qu'on parle vraiment de la blockchain puriste. Une absence de confiance. Il ne faut pas le prendre négativement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nécessaire établissement, il n'y a pas un lien de confiance préexistant entre les acteurs de la blockchain, c'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas, votre modèle a besoin. La nécessité de supprimer intermédiaire, pas juste parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que c'est plus efficace comme ça. Et puis, vous avez un modèle de consensus et de validation qui vous permet d'avancer. Si la réponse est non, au moins de ces 5 conditions, vous n'avez pas vraiment besoin d'une blockchain. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser quand même une blockchain. Ça peut être une solution technologique pertinente.
Parce que pour les éléments qu'on a vus tout à l'heure, peut-être que vous pourriez le faire avec une méthode classique, mais peut-être que si vous faites un ROI, vous allez percevoir que c'est peut-être plus efficace économiquement, financièrement, de le faire avec une blockchain. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit vrai avec la maturité de la technologie, mais je suis certain que dans quelques années, la technologie blockchain fera partie du stack. Au même titre qu'on regarde là, sur quel type de technologie on va utiliser pour telle solution technologique. On va voir la blockchain, on va regarder, est-ce qu'on pourrait mettre une blockchain, là, ça nous simplifierait ces points-là, oui, mais ça nous compliquerait là. Voilà, ouais, ça fera part du stack. La tokenisation, voilà. Pourquoi dit-on que la blockchain va permettre de tokeniser l'économie? C'est un anglicisme, hein, tokenization, sorry. Hein, pareil, si quelqu'un a quelque chose à me proposer, la jetonisation, c'est... Ouais, jetoniser, ouais, merci Mohamed, mais là, franchement, non. Je trouve ça encore pire. J'ai essayé, voilà. C'est ça. C'est donc, pourquoi? Parce qu'en fait, pour un coût dérisoire, je fais ma présentation là-haut, je devrais arrêter de regarder derrière moi. Pour un coût dérisoire, on peut créer, manipuler, comptabiliser des objets numériques. Et ces objets numériques, ils peuvent, en fonction des attributs qu'on leur donne, parce que ce sont des objets numériques, on a la main dessus, on peut les programmer, on fait ce qu'on veut avec, ils peuvent manifester les propriétés d'outils qu'on connaît bien dans le monde actuel, des clés, de la monnaie, des actifs, du passif, au sens financier du terme. Et encore plus fun, on peut combiner les trois. C'est sûr que on pourrait trouver probablement d'autres concepts qui pourraient être aussi modélisés en utilisant une blockchain. Mais c'est déjà rien qu'avec ces trois-là, il y a du fun à avoir. Là. Il y a déjà des gros potentiels. C'est clair que c'est avec ça que ça... Pour l'instant, le gros du focus, c'est quand même pas mal. Oui, et puis il y a aussi un autre point, oui, je dis le coût dérisoire, enfin dérisoire, tout est relatif. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, ça permet, le fait qu'on baisse les coûts aussi, ça crée aussi des modèles d'affaires. Parce qu'encore une fois, numériser des clés, on le fait depuis un moment, d'ailleurs, tiens, c'est la slide d'après. Je rentre dans le détail un peu des trois concepts là, parce qu'en fait, c'est pas nouveau, on le fait déjà, on le fait depuis un petit moment dans l'informatique. C'est l'usage classique du token pour s'authentifier. Je prouve que j'ai l'autorité requise, un premier système de jetons. Le jeton sera reconnu par les autres systèmes et donc j'ai plus à m'authentifier. On fait ça dans l'informatique tous les jours. Et en fait, quand vous aviez la bonne clé physique, c'est exactement pareil. Vous savez, une clé, ça ouvre une porte. On vous donne une clé si vous avez le droit d'avoir la clé. Mais bon, après, comment vous avez le droit, c'est notre problème. Mais une fois que vous avez la clé, vous n'avez plus à demander à qui que ce soit pour vous ouvrir la porte. En fait, la clé, ça désintermédie le métier de portier. Quand on parle de désintermédiation, voilà, on vient de supprimer un intermédiaire, on n'a plus besoin d'un portier pour ouvrir la porte. C'est la clé. Ça existe déjà, en fait, c'est pareil. Quand on dit la blockchain, c'est pas nouveau, c'est plein de concepts de la blockchain ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la capacité technologique à les automatiser. La monnaie, le dieu Bitcoin. Je dis dieu parce que pour certaines personnes, c'est carrément un dieu. Ce serait perturbant, ça. Mais n'empêche que Bitcoin, c'est grâce à Bitcoin que la blockchain a décollé. On peut tourner autour du pot comme on veut, mais la preuve de concept réussie de la blockchain qui a démontré toute la capacité de la technologie, c'est Bitcoin. Parce que ça fait 10 ans que c'est dans la nature et personne n'a réussi à le hacker. Ça fonctionne toujours, ça fonctionne avec plein de couacs, c'est peut-être pas parfait, ça a levé les problèmes de gouvernance. C'est vraiment le laboratoire parfait de la blockchain et c'est ce qui a permis à tout le monde d'avancer. C'est comme ça que je suis arrivé à la blockchain aussi. Je suis sûr que la plupart de ceux qui sont intéressés à la blockchain ont commencé par Bitcoin aussi. Comprendre comment ça marche. Tout est là déjà, mais ça a été pensé pour une logique et ça le fait bien.
Il y a les autres crypto-monnaies. Il y avait quelqu'un de plus compétent que moi tout à l'heure là-dessus, mais on va quand même parler de celles qui sont là. Ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est qu'au fur et à mesure, aussi, il y a des générations. C'est qu'on a eu des générations, deuxième génération avec Litecoin, qui est plus un fork, mais qui essaye qui se focalise, qui se positionne par rapport au Bitcoin, qui essaye de faire certaines choses mieux. Et puis on a des crypto-monnaies qui sont carrément dans des paradigmes différents, comme Monero ou The Cash, où ils sont vraiment dans une logique de on veut vraiment avoir du cash, de quelque chose, d'une monnaie qui est non traçable. On veut fonctionner de manière anonyme, vraiment une logique de monnaie, parce qu'aujourd'hui, quand vous échangez des billets verts, quelle que soit l'image qu'il y a sur le billet vert, on ne sait pas qui c'est qui a eu le billet vert avant vous. C'est transparent. Enfin, c'est transparent. Non, c'est justement pas transparent. C'est parfaitement opaque. C'est pour ça que c'est vrai que, comme on dit toujours, le plus gros, un des arguments qui est souvent sur les réseaux sociaux par rapport aux crypto-monnaies, c'est le blanchiment. Mais le contre-argument parfait, c'est que le meilleur outil de blanchiment au monde, ça s'appelle le dollar US. C'est prouvé. Ce qui est intéressant avec Monero et The Cash, c'est que toutes les deux font de l'anonymisation, mais toutes les deux le font de manière très différente. Il y en a une qui fonctionne avec une variante du Zero Knowledge Proof, et puis il y en a une qui fonctionne avec une variante des signatures, des ring signatures. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la blockchain, c'est qu'il y a pas mal de technologies qui s'essayent pour répondre aux mêmes besoins d'affaires, tout en étant dans la même philosophie au niveau de la décentralisation. Oui, on a parlé de clés, on a parlé de monnaie, et maintenant on parle d'actifs passifs financiers. Je vais creuser un peu la partie là-dessus tout à l'heure, mais donc un actif, c'est quoi? Ça représente toute fraction d'un actif passif financier. Ça existe déjà. Quand vous avez une part dans une entreprise, aujourd'hui, papier, là, on n'a pas besoin de la blockchain pour avoir des parts dans des entreprises. L'intérêt de la tokenisation, c'est que ça permet de rendre liquides des biens qui ne le sont aujourd'hui pas. Alors, ça c'est bien gentil, mais c'est plus compliqué que ça. Mais dans la pratique, oui, ça donne un outil pour rendre les choses des biens liquides. Dans les exemples qu'on voit là sur la slide, on a Blockscare et Swiss Girlcoin qui sont les deux manières, deux entreprises qui font du token immobilier. Donc, qui sont en fait tout simplement... ils vous donnent un morceau en échange, le token représente un morceau d'immeuble. Donc plutôt que d'acheter des immeubles, vous achetez des tokens qui sont des morceaux d'immeubles. Conceptuellement, c'est rien de nouveau. Vous pouviez acheter des parts dans des sociétés immobilières. Jusque-là, c'est électronique. Polymath, c'est un peu la même logique. Ils n'ont rien de... Je ne sais pas où ils en sont au niveau de leur démarche juridique, mais c'est pas mal. C'est une plateforme d'émission de security token. On va définir ça tout à l'heure. Pareil, donc ils n'ont rien de conceptuellement révolutionnaire, ils ont juste numérisé quelque chose d'existant. Puis alors, Gibrel, c'est encore pire, enfin, c'est encore pire. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est pareil, c'est une plateforme de tokenisation généraliste. Je tokenise d'abord, je réfléchis après. Donc c'est ça, c'est mettre de n'importe quel actif ou passif. Je vais me fendre un peu d'une petite définition de ça parce que c'est pas toujours très clair. Mais juste avant, sur les notions de security token, c'est ça, c'est qu'on voit que ça peut être à peu près toutes les formes possibles, inimaginables d'actifs ou de passifs. Mais tout ça, là, ce sont des... Comment ça s'appelle? Tous ces éléments, aujourd'hui, dans le monde réel, sont réglementés. Et ce n'est pas parce qu'on numérise un processus qu'on s'affranchit de la réglementation. Ça, c'est un point qui est souvent très mal compris par les technologues de la blockchain. C'est-à-dire, oui, tu numérises un processus, c'est bien. Tu vas créer de la valeur en numérisant ce processus parce que tu le rends plus efficace.
mais le processus papier respecte des règles. Ben, tu es obligé de respecter ces règles-là si tu veux numériser ton processus, parce que sinon tu ne numérises pas le processus, tu fais quelque chose à côté. Donc, des fois, ça peut être intéressant de faire quelque chose à côté, mais ça dépend ce qu'on veut, ça dépend de son objectif. Si l'objectif c'est effectivement de créer des tokens qui représentent un actif financier, ben, il faut numériser un actif financier et pas juste créer un petit contrat. Ça reste quand même, il y a quand même des applications concrètes et puis avec des gros joueurs, on a quand même la Banque mondiale, ce qui a cet été a émis des obligations sur la blockchain. C'est pas rien quand même, je trouve. J'en parlais tout à l'heure, là, à midi, là, je trouve que c'était intéressant. Je trouve que paradoxalement, les grosses entités supranationales sont beaucoup moins frileuses avec la blockchain que les petites entités, les gouvernements locaux. Probablement parce que ces entités-là ont l'habitude d'avoir peu de contrôle sur leur... elles ont peu de contrôle de facto, donc ça les gêne moins la blockchain avec la perte de contrôle dont parlait Maître Bouchard, c'est qu'à la blockchain, je pense que ça les gêne moins, ils ont l'habitude de ne pas être en contrôle absolu de ce qui se passe, donc exploiter des solutions sur lesquelles ils n'ont pas un contrôle absolu de qui fait quoi quand, ça les gêne moins. Et pour rêver un peu, il y a avant-hier, il y a un Space Fund qui vient de s'ouvrir. Non, c'est vrai. Hein. C'est pour financer les startups de la conquête spatiale 2.0. C'est des security, ils sont agréés a priori, c'est du sérieux. Bon, ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est du sérieux. C'est un fonds d'investissement en fait. Rien de très nouveau non plus là-dessus. Mais ils ont tokenisé leur part. On achète ça avec de la crypto au lieu d'acheter ça avec le processus habituel. J'ai promis une définition. Qu'est-ce que c'est un security token? Security, bon, c'est un anglicisme. Pourquoi est-ce que le terme security prend pas mal plus que le terme d'actif passif financier? Bon, ça se dit tout seul, hein, parce que c'est un peu long, actif passif financier. Et puis je trouve que cette définition est pas mal, là. Elle n'est pas de moi. C'est ça. C'est des certificats cryptographiques numériques qui représentent un nantissement, donc un accès, à tout ou partie des actifs sous-jacents et ou des flux de trésorerie de l'émetteur. Donc c'est bien techno, bien complexe. Enfin, c'est de la techno, mais pas de la technologie, c'est de la techno légale. Quand on dit ça, on voit que c'est déjà très encadré. Ça arrive dans un monde où tout est bien défini. Là. La notion de certificat, on oublie cryptographique, ça existe. La notion de nantissement ou accès à des parties, c'est contractualisé de manière classique. Une notion d'actif, un passif, ça a un sens au niveau comptable et financier. Les flux de trésorerie, encore plus. L'émetteur, on sait qui c'est. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments, encore une fois, la tokenisation, ça déboule comme dans un chien dans un jeu de quilles. Les quilles, c'est les règlements qui sont là, et puis on va tout casser, on va tout remballer. On voit bien qu'il y a une grosse crispation des SEC de ce monde, même des AMF, même les plus ouverts, ils sont quand même bien balisés. Je parle de la Suisse, la France, l'Europe est quand même plus ouverte là-dessus. Mais même s'ils sont très ouverts, ils l'ont fait quand même en mettant beaucoup de balises sur les bords. On est très ouvert, mais dépassez pas ces lignes jaunes là. C'est quand même... Il y a de la réglementation, elle existe, il faut la respecter. Ouais, il vaut mieux la respecter. Donc c'est ça, en fait, le point que j'essaie d'amener là-dessus, c'est pas disruptif là. On est au mieux dans la transformation numérique. Parce qu'on ne peut pas disrupter la réglementation financière si on veut offrir des produits financiers. On est contradictoire avec soi-même. Mais on peut améliorer. Ça, il n'y a pas de photo là-dessus. Je pense que tout le monde qui a travaillé avec des banques sera d'accord qu'il y a des points d'amélioration. Tokenisation. Donc, on a parlé du security token. Mais l'objet là, c'était un peu de faire la différence entre le security et le utility token. Oui, je ne m'efforcerai même pas de le traduire.
C'est quoi un utility token? C'est une combinaison utile des trois concepts. Donc les fameux trois concepts, c'est clé, monnaie, actif, passif. Je reste avec ces trois-là, je pense qu'on en a assez avec. Et puis ce point-là, donc il y a ces trois concepts. Et puis l'utilité et la valeur du token en lui-même, elle est aussi constituée autour de trois familles d'attributs. C'est-à-dire que le rôle, la finalité, je me suis obligé de traduire quand même parce que purpose, c'est la finalité, et les fonctionnalités. Donc en fait, un utility token, ça a des attributs qui le rapprochent d'une clé, d'une monnaie ou d'un actif passif. Mais pour qu'il ait une utilité au sens économique du terme, il faut qu'il ait un rôle dans l'écosystème de votre application. Il faut que ça ait un but dans le modèle, dans le cycle économique de votre application. Et puis il faut qu'il y ait des fonctionnalités pour qu'il soit utilisable. C'est une évidence, mais il ne faut quand même pas l'oublier. La notion, le schéma là, c'est William Bougnard qui est je peux vous donner ses références. C'est un des gars qui, sur la notion de utility token, a le discours le plus clair depuis longtemps, c'est-à-dire facilement 18 mois. Ce qui est longtemps dans la blockchain. Non, mais c'est un des premiers à avoir essayé de faire la différence, d'obliger les gens à faire la différence entre un utility token et un security token. Parce que c'est pas évident, il y a très souvent une confusion là-dessus. D'ailleurs, les utilisateurs de utility token ne sont pas forcément les clients ou que les clients de l'entreprise. Ça peut être autre chose. Ça peut être des fournisseurs. Par exemple, dans les expérimentations sur la... Enfin, il y a plus que des expérimentations, là, mais je n'ai pas d'exemple concret à vous montrer. Sur la logistique, donc la partie traçabilité, c'est pas vraiment des clients, mais c'est des utilisateurs. Voilà. L'avantage l'intérêt de l'utility token, là, c'est qu'on devient tout excité. On se dit, ouais, mais là, je vais pouvoir contrôler mieux l'économie dans ma compagnie, quoi. J'ai la main sur tout maintenant. On va y revenir, c'est un cadeau empoisonné. Mais bon, surtout, le point, j'espère que vous l'avez compris maintenant, c'est que le security token, c'est un utility token. C'est la diapo d'après. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Et c'est ça qui est très difficile à faire comprendre à l'AMF. Hein? Oh oui. Moi, je te laisse défricher. Quand tu me diras que ça a fini, j'irai les revoir. Moi, c'est ça sera bien. Parce que, voilà. Parce que bon, oui, parce que forcément, oui, il y a des propriétés qui ressemblent à celles d'un actif passif financier, mais pas que. Et puis non, en fait, elles n'y sont pas toutes. Donc normalement, ça ne devrait pas tomber dans la réglementation pour certains. Donc voilà, on parlait du travail d'éducation, là, c'est ça, c'est que oui, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont fait des ICO, là, quand tu fais une ICO, tu fais un security token, puisque tu dis, là, donne-moi de l'argent, je te donne des parts dans mon entreprise. En fait, non, donne-moi de l'argent, et puis ça va me permettre de développer mon entreprise. J'ai des parts, ouais, non, tu as des tokens, ouais, mais ça me donne quoi? Ouais, on verra plus tard. Non. Non, en fait, là, quand je le présente comme ça, là, c'est pas vendeur, mais c'est la plupart des white papers qui sont sortis en 2017, c'est pas mal ça qu'il y avait écrit dedans. Faites-nous confiance, on va développer un super produit. Cela dit, security token, aujourd'hui maintenant, là où on se parle, si vous voulez basculer vos parts d'entreprise sur la blockchain de manière parfaitement légale et réglementaire au Canada, je peux vous donner un nom, je vais vous le donner tout de suite, CorconX. Ils sont basés à Ottawa, Toronto. Ça fait 2 ans qu'ils rament pour faire ça. Ils sont opérationnels depuis le printemps. Et c'est des gens qui étaient dans le crowdfunding avant. Donc ils savent de quoi ils parlent. C'est une bonne équipe. Et voilà, ils sont arrivés, ils sont capables d'avoir une plateforme de security token compliant Canada au complet, j'ai vérifié avec eux. Donc c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et puis surtout, ça apporte une valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont des sociétés par action, là, si vous allez chez CorconX ou quelque chose comme ça, vous êtes en mesure de gérer
toutes vos émissions de parts, et ainsi de suite, les cap tables, et ainsi de suite. Tout ça, c'est géré par eux. Pour l'instant, c'est gratuit. Je voudrais peut-être leur demander une part pour la pub que je suis en train de leur faire, là, mais non, voilà, c'est quand même intéressant. Mais bon, pour avoir vu un peu comment ça avait travaillé pour eux là depuis 18 mois, ça n'a pas été facile. Puis là c'est encore pire. Je vais carrément vous lire une citation en anglais parce que moi, je suis membre du Digital Trust Forum, qui est, depuis sa création, là, qui est un forum, le fondateur de Corconix est dedans. On est un groupe, en fait, de gens qui travaillent dans la blockchain et qui essayent de réfléchir au-delà de la dualité sécurité-utility, puis dans une logique de qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une régulation autonome, qu'est-ce qu'il faudrait comme définir, quels sont les guidelines qu'il faudrait définir pour tout le monde. Et puis, donc, c'est Bruno Scheder-Le-Soul, qui est un peu l'instigateur de ce forum. Lui, il dit que commodities, currencies, utilities, securities and their hybrids, they all have their own characteristics. They are all welcome in tokenized digital economies. It's digitalization and automation unstoppable trend. En français, traduction libre, c'est que la tokenisation, c'est un des composants clés de la numérisation de l'économie. Au même titre que l'intelligence artificielle. C'est ce qui permet un degré supplémentaire d'automatisation. Parce que ça permet de numériser des éléments matériels qui aujourd'hui ne le sont pas. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un des composants de base et un des composants essentiels. Et la forme de utility token, ben oui, ça peut être une commodité, ça peut être une sécurité, ça peut être n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est un bout de code, donc c'est ce qu'on peut faire avec. Et puis, vous savez, les développeurs, ils sont très créatifs. C'est pas pour rien qu'il y a des architectes pour les encadrer. Disclaimer, je suis architecte. La question à plusieurs millions de dollars, selon si vous faites penser. Faut-il appliquer les règles pour vendre des tokens? Ça, c'est anti-blanchiment et know your customer. Ben oui ou oui, non. Oui, si les attributs intrinsèques et l'usage de votre objet, de votre token, s'apparentent à la tokenisation d'un actif ou d'un passif financier. Basiquement, quand on dit il va y avoir un marché, les gens vont pouvoir le trader et compagnie, dès que ça commence à se ressembler à quelque chose qui est passif, enfin, le curseur, c'est pas noir ou blanc. Donc effectivement, il va falloir, dès qu'on se rapproche de la définition par exacte d'une security, ça devient dangereux. Et pour arranger les choses, nos voisins du Sud ont la bonne idée d'avoir une loi qui date d'il y a plus d'un siècle, qui est complètement interprétative et donc qui est extrêmement sur qu'est-ce que c'est une security. Et ça n'aide pas du tout, effectivement, savoir est-ce que ce que j'ai mis, c'est une security ou pas. Il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. L'Europe est beaucoup plus sympathique pour ça, mais c'est plus parce que sa mentalité juridique est plus... je ne sais plus quel est le terme exact là. C'est dommage qu'il n'y a pas de juriste dans la salle. C'est quoi la différence entre la common law et la réglementation à l'européenne? Non, dommage. Bon, c'est pas de la common law. Donc en fait, c'est plus défini en amont et moins interprétatif a posteriori. Ouais, c'est plus a priori qu'a posteriori. Ce qui permet d'avoir effectivement de l'information en amont quand on crée un produit. C'est plus contraignant, ça crée des frictions plus tôt, mais on sait où on s'en va. Donc non, parce que si votre token, c'est vraiment, utility token, c'est vraiment quelque chose qui est une composante de votre modèle économique dans votre entreprise, c'est pas pensé pour aller vous financer sur des marchés, quels que soient les marchés, par exemple,
Non, pourquoi vous auriez à faire ça? Ça serait plus compliqué qu'autre chose, vous allez vous compliquer la vie et puis vous risquez de vous collecter avec la GDPR parce que, ah mon Dieu, vous avez des données personnelles de gens et il va falloir que vous les gériez et ainsi de suite. Donc non, il faut surtout pas, il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant il faut vraiment savoir ce qu'on fait en fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on token, là, pourquoi je le fais, à quoi il sert et c'est quoi ses propriétés. Et ça peut être aussi la solution, ça peut être aussi d'en avoir 2. C'est un peu la logique d'Eva. l'Eva, ils en ont en fait 2. Hein. Ils en ont un qui est vraiment basique là, pour faire le fonctionnement, un utility. Puis il y en a un qui ressemble beaucoup plus à une security. Voilà. C'est pas complètement au hasard. 5 minutes. Oh, il faut que j'aille vite. Hein. Là, il faut... Tokenization, liquidization. J'adore. Je vais commencer par citer Lewis Cohen, qui est un des avocats de DXLaw LLP, qui est une des firmes, encore une fois, Trust Forum, de New York. Ils sont les premiers à s'être positionnés agressivement sur la blockchain, à essayer de comprendre et avancer des choses. Lui, il dit tokenization without the formation of markets accomplish very little. In my view, there is currently an over-focus on tokenization and an under-focus on market creation. Pourquoi? Parce que la tokenisation, ça n'existe que si vous avez un marché. Parce que on dit la tokenisation, ça rend la liquidité, mais pour qu'un actif soit liquide, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait pour gérer ces transactions-là. Il faut que le token en question ait une valeur intrinsèque, parce qu'il faut qu'il y ait un acteur pour ce token. Parce que s'il n'y a pas de valeur intrinsèque, c'est que de la spéculation. Puis on sait ce que ça se passe, la spéculation, ça fait un feu de paille, et puis au moment, il n'y reste plus rien. Donc, la spéculation, on vit avec, certains vivent avec, moi, pas moi en tout cas. Je n'ai pas le cœur accroché pour ça. Mais il faut un acheteur, il faut un marché pour gérer les transactions, il faut une valeur intrinsèque, sinon il n'y a pas de liquidité possible. Donc, il y a un gros focus sur, on va faire des tokens, mais si tu n'as pas un marché pour ton token, il ne sert à rien ton token. Sauf si c'est ton marché, il est fermé dans ton entreprise, parce que c'est un utility token au sens strict du terme, c'est vraiment tu as une utilité pour toi. Non, c'est ce bouton-là. Alors, pourquoi on a dit, ouais, je ne sais pas si c'est pour ceux qui suivent la blockchain depuis une paire d'années, on s'attendait tous à ce que dans 6 mois plus tard, ça soit la disruption totale. 2 ans plus tard, toujours pas de disruption. L'année prochaine, probablement pas non plus. Mais en fait, ça ne va pas arriver très très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'une entreprise se développe, il faut que son modèle d'affaires classique, là, fonctionne dans une économie, dans l'économie dans laquelle il est. Cette économie, l'entrepreneur, il n'a pas la main sur les taux d'intérêt, sur le taux de l'emploi, tous ces facteurs économiques, l'entrepreneur, il n'a pas la main là-dessus. La tokenisation, ça donne des outils pour avoir un contrôle plus fin de son économie au sein de son entreprise. Et c'est là où je dis c'est le cadeau empoisonné, c'est parce qu'en fait, là, vous venez d'augmenter de plusieurs niveaux de magnitude votre complexité en termes d'entrepreneur, parce que non seulement vous avez besoin de faire un modèle d'affaires qui marche, mais vous avez besoin d'avoir un modèle économique qui marche. Et c'est pas du tout la même game. Alors déjà, trouver un modèle d'affaires qui marche, c'est pas facile, mais alors trouver un modèle économique qui marche, écoutez, les économistes, ils sont bien connus pour une chose, c'est qu'ils sont jamais capables de prédire les crises qui vont arriver. Bon, voilà, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, les modèles économiques sont très difficiles à être efficaces. Donc oui, ça démultiplie le potentiel, tant en rentabilité qu'en couverture de marché, en gouvernance, en engagement de la clientèle, mais il faut arriver à dompter la bête. Et c'est clair que ceux qui arriveront à dompter la bête, oui, ils vont performer, ils vont être les futurs Amazon de ce monde, mais Amazon, ils ont mis du temps à dompter la bête, hein, et pourtant c'était juste un facteur de plus, c'était Internet, là, c'est ça, hein, si on regarde, justement le parallèle que je voulais faire, c'était avec les .com, c'est le levier supplémentaire par Internet, c'était la capacité à construire des communautés. Regardez le temps qu'il a fallu pour que ça soit exploité efficacement, d'un point de vue commercial, et très mal d'un point de vue éthique. Donc c'est pas trivial du tout, la complexité, gérer la complexité rajoutée par la tokenisation, c'est loin d'être évident.
Dans la même logique, un peu de perspective. Où est-ce qu'on est là? Ah, 2018, ouais. Ouais. Bah, vous voyez, en fait, on dit il y a beaucoup de monde qui dit, l'année dernière, tout le monde disait, ah ouais, on est en 1900, c'était, comment ils s'appelaient, les deux frères là, de Toronto, je me rappelle jamais de leur nom. Eux, ils disent qu'on était, l'année dernière, ils nous disaient qu'on était en 95 par rapport à l'Internet, le parallèle Internet blockchain. Donc là, en ce moment, on doit être en 96. Ah, regardez, 98, Google. Ah, donc Google ne devrait pas tarder à arriver. Notre Google à nous ne devrait pas tarder à arriver. Mais normalement, quelque part, là, on a déjà notre Amazon. Mais peut-être qu'il est probablement en train de vendre des livres. Enfin, vous me comprenez. C'est pas le Amazon qu'on connaît aujourd'hui, là. C'est peut-être celui d'après. Ça va se faire. Puis il y a des choses qui vont arriver, des feux de paille qui vont disparaître, MySpace. Et puis on a d'autres choses qui sont dans notre vie de tous les jours absolument incontournables. YouTube, c'est pas demain encore, c'est dans 10 ans YouTube, si on est en 96 aujourd'hui. Donc il y a plein de choses comme ça. Mais là, on voit aussi que ça s'empile gentiment, là, ça commence à faire partie du paysage. Là. Litecoin, dont on parlait, c'est déjà depuis le 2011. Hein. On voit le Bitcoin, il est déjà depuis 2008-2009. C'est récent, la Brave, le navigateur sécurité blockchain, il est là aussi. EOS 2017, c'est gentil 2017, c'est plutôt 2018 en fait dans la réalité, ils sont live que 2018. Voilà, enfin, la troisième génération de blockchain dont vous parlez Quentin, c'est 2017-2018, c'est aujourd'hui. Donc on est vraiment au début. Et vu la complexité effectivement qu'on rajoute la tokenisation, moi je ne suis pas surpris que ça décolle pas, qu'on voit pas des modèles, qu'on voit pas des entreprises qui sont en train de crever les plafonds et réappliquer le truc. Ouais, zéro, j'ai tout épuisé. Ouais, mais je leur ai promis que je donnais le secret de comment réussir une entreprise dans la blockchain. Alors je vais leur dire, ça va être ma conclusion. Bon, pour ceux qui sont prêts à se lancer ou qui sont déjà lancés, alors ceux qui sont déjà lancés vont me dire s'ils sont d'accord avec moi, ça m'intéresse. Et puis ceux qui ne sont pas lancés, bah, vous écoutez. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une entreprise dans la blockchain? Bah, il faut déjà avoir quelqu'un qui sait faire des affaires. Hein. C'est la base, hein. Pour faire des affaires, il faut savoir faire des affaires. Il faut au minimum de compétences technologicielles parce que bah, on est dans un monde numérique, donc si vous n'avez pas de capacité numérique, vous n'existez que dans une partie du monde, donc vous n'existez pas. Vous allez, ça c'est pas mal vrai c'était pas mal vrai jusqu'à maintenant. Pour à peu près toutes les entreprises, et puis après le reste, ça, basiquement, c'était pas vraiment important. On pouvait faire sa start-up et faire des millions avant même quelque part d'arriver jusqu'au troisième point. Sauf que si on est dans une logique blockchain avec des tokens, non, là on embarque le légal et le réglementaire assez tôt en fait, parce qu'il faut s'assurer qu'on n'a pas une sécurité sans le vouloir. Et donc on ne va pas se retrouver à avoir des embrouilles avec les AMF de ce monde parce que par ignorance, on a enfreint des règles qu'on ne voulait pas franchement enfreindre, donc voilà, juste par ignorance. Donc c'est un composant à avoir dans votre équipe assez tôt, en fait, ou dans votre équipe ou dans votre pool de conseils. Crypto, parce que bon, pour opérer les concepts crypto nécessaires à l'opération d'une blockchain, il faut savoir de quoi on parle. Zero knowledge proof of nowhere, c'est qu'il y en a quand même pas mal. Et paradoxalement, plus ils sont sophistiqués, plus ils sont intéressants d'un point de vue conceptuel et potentiellement avec des potentiels économiques plus intéressants. Donc oui, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui, peut-être pas un expert en cryptographie, mais en tout cas quelqu'un qui a une bonne expertise en cryptographie et le plus tôt possible dans votre équipe. Et puis le point dont on a parlé tout à l'heure, il vous faut un économiste, enfin pas un économiste. Idéalement, il vous faut un économiste j'allais dire moderne, hein, quelqu'un qui maîtrise bien la game theory, tout ce qui est game theory, mais aussi qui connaît aussi tout ce qui est économie comportementale, parce que quand vous êtes dans la blockchain, vous dealez directement avec des individus et pas avec des gros groupes abstraits, donc il vous faut gérer le comportemental au niveau économique. Et c'est fini. Merci. Est-ce que... S'il y a des questions? Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de questions, tout ce que j'ai dit là.
dans les les 4 secrets ou les clés de réussite d'un projet, est-ce que Blockchain. la dernière Ouais, économie, crypto, là, je prends pour le dernier, techno, affaires, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter, peut-être qu'il est là-dedans, puis je ne le saisis pas, mais le produit en lui-même, Oh, ben là, c'est en c'est soi? là, là. OK. Modèle d'affaires, savoir, faut qu'il y ait un produit, enfin, il faut savoir faire des affaires. Parce que dès que vous embarquez dans le logiciel, il faut que vous ayez déjà défini ce que vous vouliez vendre, comment vous voulez le vendre. Puis le deuxième, ben, c'est pas aussi l'expertise, on définit crypto, économie, tout ça, mais aussi le marketing, parce qu'on est dans un environnement où les deux se retrouvent là. Ouais. Alors, oubliez ma question. Je suis désolé, mais le marketing, c'est une base. Si passe pareil, si vous ne faites pas du marketing correctement, comment est-ce que vous allez pouvoir vendre votre produit? C'est avant même de développer la plateforme ou de développer l'app, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et comment on veut le vendre. C'est le b.a.-ba. Quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que tu penses qu'ailleurs dans le monde, le légal et réglementaire serait plus en dernier? Je pense que dès que tu es dans on va dire les pays de l'OCDE, je veux dire, comme à Malte, ou, je veux dire, de mettre le non, légal Malte, réglementaire faut au pas se faire travers. avoir avec Malte, hein, Ben, parce peu que importe. Malte, ils sont dans l'Union européenne, Ok. et Je un repose jour ma ou l'autre, question. ça va leur revenir dedans. Je repose ma question autrement. On est en train de créer des nouveaux concepts, une nouvelle économie. Pour ma part, le légal réglementaire devrait être à la fin. Parce qu'il ne faut pas changer ton idée parce qu'en ce moment, la loi n'est peut-être pas prête. Tu as raison si tu es dans un pays avec une structure gouvernementale faible. On va dire les choses comme elles sont. Là. Si ton gouvernement il est faible ou corrompu, tu as peut-être intérêt à... Tu t'en fous en fait de ça. Et ça, c'est vrai de toute façon. Mais si ton gouvernement il est fort, il a des contrôles actifs, et quelque part, avec au moins une justification démocratique qui se tient, tu auras beaucoup de mal à aller à lancer un produit qui va pas du tout, qui va vraiment enfreindre les règlements. Ça peut te coûter cher. Mais là, je suis vraiment dans la tokenisation. Par exemple, oui, ça n'a pas empêché Uber de lancer leurs affaires et puis après de ranger les choses. Mais c'est une chose entre... Tu as un élément de ton modèle d'affaires qui va aller chercher certains éléments en réglementation et tu as le rouage principal de ton modèle d'affaires qui est interdit, et puis en tant que société, on t'interdit de faire ça, c'est fini, tout s'écroule. Parce que Uber, tu l'interdis de travailler au Québec, il va travailler ailleurs. Oui, c'est ça, je veux dire. Je pense qu'au Québec, souvent, on a peur à cause du légal réglementaire. Tu n'auras jamais un T-shirt marqué « Cash Only » ici, mais ailleurs dans le monde, oui. C'est ça. En même temps, je peux ajouter quelque chose. C'est au niveau du cadre réglementaire puis légal, pour être en train de faire celui du Québec présentement, il n'est pas adapté, il est maladroit tout, mais en même temps, c'est un peu un mal nécessaire. Pour un peu montrer patte blanche puis avoir de la crédibilité à l'international. Si tu es capable de le faire dans ton propre pays, parce qu'il y a déjà une rigueur légale pour toutes sortes de choses, c'est capable de le faire au niveau de la crypto-monnaie ou du blockchain tout court, ça veut dire beaucoup déjà sur ton projet, qui est viable partout, parce que tu l'as fait dans le pire des scénarios. Alors, si tu es capable de survivre dans ce scénario-là, ben oui, c'est un exercice désagréable. Cependant, les gens qui vont investir dans ton entreprise vont se dire, bon, s'il est capable de faire cela ailleurs, ça va juste fonctionner plus facilement. Mais pour faire du pouce, tu sais, on parle toujours de confiance. Il y a beaucoup de gens, dans la salle, c'est peut-être pas le cas parce tu peux adhérer au principe du côté confiance distribuée. Il y a beaucoup de gens, la confiance, ça ne se distribue pas. C'est une personne, c'est un individu, c'est une entité, c'est un gouvernement. Et il y a des gens qui respectent juste l'autorité. Il y a une autorité qui a dit que c'est bon, c'est bon. Il peut y avoir 1000 personnes qui leur disent que c'est bon et ils vont pas les croire. Il y a une autorité qui leur dit que c'est bon, c'est bon. Donc, tu es obligé de jouer sur les deux tableaux. C'est pour ça que quand tu fais ton modèle d'affaires et fais la tokenisation, tu n'as pas le choix d'aller dans le légal et le réglementaire. Enfin, à mon avis, ça reste une opinion. Il y a une dernière question ou non? Non, bon. Pour la suite, bon. Je suis encore là jusqu'à la fin de la journée. Merci.